Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous est présenté par Heineken et PlayStation, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel pour tout savoir de cette soirée de Champions League. Les tickets pour les huitièmes de finale se valident peu à peu. Ce soir, 8 équipes avaient une chance de rejoindre les 6 premiers qualifiés. Lors des 45 prochaines minutes, vous allez voir tous les buts et entendre les analyses de nos experts. Bernard Chalande, bonsoir. Bonsoir. Et Ludovic Magnin, bonsoir. Bonsoir. Pour la rédaction, Mike Pérez nous a rejoint. Bonsoir Mike. Bonsoir. Pas de temps à perdre, on lance les hostilités avec vous, avec un match qui se déroulait à 18h45, un match à enjeu entre l'Inter et le Shakhtar que vous avez suivi. Tout était ouvert encore dans ce groupe, parce que le Real, l'Inter, le Sheriff peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Shakhtar, lui, ne pouvait plus qu'espérer une 3e place synonyme d'Europa League, mais ça passait tout d'abord par une victoire aujourd'hui sur la pelouse de San Siro. Autant vous le dire tout de suite, ce match il a été très très largement dominé par les Italiens à domicile qui ont fait le jeu, qui ont vu un premier but être annulé pour un hors-jeu plus que limite. Je ne voulais pas montrer parce que sinon ça allait vous énerver, messieurs. On a vu Dzeko qui a été idéalement lancé et qui a buté sur le portier du Shakhtar, Troubine. Encore Dzeko que l'on va voir à la 26e minute. Et encore une fois, Troubine, excellent ce soir, va s'opposer à cette tentative de Dzeko. Mais voilà, en première mi-temps, pas d'efficacité côté milanais, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Juste avant l'heure de jeu, regardez ce but de Lautaro qui va être annulé pour une faute du joueur de l'Inter sur Matvienko. Alors il a fallu avoir recours à plusieurs ralentis pour finalement comprendre ce qu'il s'était passé. Et vous l'aviez vu en live tout à l'heure, cette petite poussette, messieurs, il n'y avait pas vraiment de quoi forcément siffler faute, mais c'était la décision de l'arbitre. C'était juste une question de patience, donc je vous le disais tout à l'heure, puisque 4 minutes plus tard, on va enfin assister à l'ouverture du score, le débordement de Perisic. Le centre de celui-ci, le tir de Darmian est contré, c'est Dzeko qui était au départ de l'action. Le relais entre Perisic et Dzeko, le voici. Regardez, Dzeko qui remet ce ballon à Perisic dans la course, dans le couloir. L'action est magnifiquement construite et amenée. Et puis Dzeko, quand ce ballon lui revient dans les pieds, il ne se pose pas 50 000 questions. Ces buts, ça fait donc 1-0 pour l'Inter à la 61e minute. Et c'était évidemment amplement mérité pour les interistes, vous l'aurez compris. Dzeko, on va le retrouver à la 67e, toujours Perisic au départ de l'action, qui est à la touche. Il va hériter de ce ballon, il va le mettre ce ballon au centre. Et au deuxième poteau, on va donc retrouver un Dzeko bien seul au milieu de cette défense pour pousser tout simplement le ballon au fond du but. 2-0 pour l'Inter, l'affaire est classée, ce sera de la gestion au cours des dernières minutes, même si évidemment le Shakhtar va jeter toutes ses forces dans la bataille, va se créer une très très bonne chance de but à la 80e avec un tir de Bondarenko qui passe à quelques centimètres du poteau d'Handanovic, et puis le poteau d'Handanovic qui va venir au secours justement de l'Inter avec une scène un peu confuse finalement dans les 16 mètres. Marlos là qui va glisser ce ballon à côté de lui à Dodo. Vous voyez, c'est le poteau au premier poteau. Et Mudryk qui est un tout petit peu trop court. L'Inter s'impose 2-0. À ce moment-là de la journée, le match entre le Sheriff et le Real n'avait pas lieu. Donc l'Inter espérait simplement une chose, c'était que le Sheriff ne gagne pas contre le Real pour se qualifier. Mais disons que l'Inter avait déjà au moins assuré sa part du job. Et à contrario, le Shakhtar, Ludovic Magnin, très décevant dans cette saison. Ouais, surtout que c'est toujours une équipe qui était présente au Champions League, qui est toujours difficile à manier. Mais alors, ils sont passés complètement à travers cette phase de poule. Et même le Sheriff, qui maintenant, avec 6 points, s'est déjà qualifié. Donc c'est vraiment très décevant des Ukrainiens. Dzeko, Zlatan, Cristiano Ronaldo, finalement, ça ne sert à rien de prendre des jeunes attaquants.
Non, il faut prendre des attaquants, c'est vrai. Qui savent marquer. Des buteurs qui savent, voilà. Et qui, année après année, marquent et marquent encore. Et Dzeko, moi j'avais un petit peu des doutes en début de saison, mais je dois avouer que je m'étais trompé. Dzeko fait une saison magnifique et il remplace, c'est pas Lukaku peut-être, mais quand même c'était un bon choix. Dès le moment où il perdait Lukaku, de prendre Dzeko, et il confirme. Chapeau à lui. Bon, vous nous l'avez vendu, hein, Mike. Il y a un autre match, il y a l'autre poids lourd de ce groupe, le Real, qui était en déplacement en Moldavie. C'est pas banal pour y retrouver un adversaire qui avait créé la surprise en Espagne. Le Sheriff avait gagné 2-1 à Santiago Bernabéu, c'était à fin septembre. Alors là, au moment du coup d'envoi, on connaissait donc le résultat de l'autre match. On savait que le Real Madrid devait simplement gagner pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et puis le Sheriff, lui, il ne pouvait plus forcément se qualifier directement ce soir déjà, mais il fallait là aussi gagner pour rester dans la course et ainsi espérer aller jusqu'au bout du suspense dans ce groupe. Et là aussi, il y a eu une domination très très nette du Real Madrid, du favori, qui va se concrétiser à la demi-heure avec ce coup franc d'Alaba. Du pied gauche, vous allez apprécier Ludovic Mayen, mais le mur aussi. Dévié. On peut dire qu'il n'a pas été terrible parce que Cristiano, c'est lui, pas celui de Manchester United, c'est lui qui dévie ce ballon hors de portée de son portier. On est dans le temps additionnel de la première période. La frappe intelligente placée de Kroos qui rentre, qui franchit la ligne. Ça s'est joué à 1-2 mm, pas plus. Goal line technology nous indique l'arbitre de cette rencontre. C'est effectivement bel et bien but pour le Real Madrid qui part au vestiaire avec cet avantage de 2 unités. Mais il n'y avait vraiment qu'une seule équipe sur le terrain. Le Sheriff Tiraspol a énormément souffert au cours de cette rencontre. Et puis, en début de deuxième période, on va retrouver l'inévitable Karim Benzema, bien servi par son compatriote Mendy. Pour inscrire le 3-0, ce sera le score définitif, autant vous le dire tout de suite. Le Real Madrid va s'imposer, va ensuite complètement gérer cette fin de rencontre pendant une demi-heure. Forcément, les Madrilènes vont peut-être laisser un peu plus d'espace, vont reculer quelque peu, vont laisser quelques possibilités au Sheriff Tiraspol qui va notamment toucher le menton de Thibaut Courtois. Ça se passe à la 68e minute sur ce centre de Sébastien Thiel. Cristiano effleure le ballon de la tête. Le ballon va revenir, vous allez le voir, sur la droite de l'attaque. C'est maintenant... d'abord, effectivement, il y a cette première possibilité, c'est vrai, je l'avais oublié, de Traoré. Dans la continuité de l'action, on va effectivement retrouver le centre de Sébastien Thiel et Cristiano qui effleure donc ce ballon de la tête. Le poteau vient au secours de Thibaut Courtois. Il y aura encore une immense possibilité pour Asensio en toute fin de rencontre. Le Real Madrid s'impose donc sans trop d'histoire sur ce score de 3-0 et assure donc l'essentiel. Après, c'est vrai, ça te fait quand même peur, parce que quand ils avaient perdu à la maison contre le Sheriff, on s'était dit, le Real va souffrir. Le Real se qualifie. Ouais, pas de surprise cette fois-ci, Bernard, face au Sheriff. Ils étaient prêts, les Madrilènes. Le miracle, c'est un miracle. Et ça ne se reproduit pas tous les matchs quand même. Donc il y a quand même trop de différences. Mais bravo à cette équipe de Sheriff. On n'attendait rien de cette équipe. Et finalement, elle fait 6 points. Elle gagne contre le Real. Elle a montré qu'elle avait sa place dans cette Ligue des Champions et on doit le relever quand même. Après, il y a quand même trop de différences et c'est un bon Real Madrid actuellement quand même qui est en tête de la Liga et là, il y a une logique quand même, il y a une trop grosse différence de classe. Allez, on récapitule ce groupe D avec le tableau et les résultats de cette soirée. 2 premiers qualifiés, à savoir le Real et l'Inter. Le Sheriff ira jouer l'Europa League. La seule interrogation, c'est la première place qui se jouera entre les Espagnols et les Italiens à Santiago Bernabéu dans 2 semaines. Ça fait une jolie petite finale de groupe pour la première place, Ludovic. Ouais, mais encore une fois, je pense que ça ne va pas être décisif. Si tu veux gagner la Champions League, soit le premier ou deuxième, tu vas devoir passer les tours l'un après l'autre. Donc, encore une fois, la logique du foot est respectée. Les exploits, ça arrive sur un match de coupe où tout ou rien sur un match, ça peut se passer. Mais sur 6 matchs, les grosses écuries, elles se qualifient tranquilles à la fin.
Voilà les premiers enseignements de cette soirée. Merci beaucoup Mike Pérez. On passe au groupe C dans lequel l'Ajax était déjà qualifié mais avait besoin d'un point face à Başakşehir pour s'assurer la première place du groupe. Les Turcs, eux, ne pouvaient plus rejoindre les huitièmes de finale et avaient une minuscule chance de rester en course pour la troisième place en battant les Néerlandais. Et ça part plutôt bien pour l'équipe locale, l'équipe d'Istanbul, parce que même si l'Ajax domine, eh bien, une faute de main de Mazraoui sur ce corner de l'Ajax va donner un penalty, un corner de Beşiktaş va donner un penalty aux Turcs. C'est Ghezal qui va le frapper face à Onana qui était de retour pour son premier match après sa très longue suspension. Imparable ce penalty frappé par l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais qui donne donc l'avantage aux Turcs à la surprise générale puisque l'Ajax dominait très largement cette partie. Les Néerlandais vont réagir avec tout d'abord l'entrée d'Haller à la mi-temps. Tagliafico va pouvoir servir le buteur français en pleine bourse, c'est le cas de le dire. Il marque pour un 5e match d'affilée. Il a marqué dans toutes les rencontres de l'Ajax dans cette Ligue des Champions. Et là, c'est dans le but vide, c'est pas le plus compliqué qu'il a marqué cette saison. Et puis le Français, on va le retrouver pour le 2-1 à l'affût. Grosse performance quand même de l'Ajax dans cette Ligue des Champions, Ludovic. Ils ont su réagir dans ce match, mais surtout, ils ont survolé leur groupe. C'est un peu pour moi la grosse surprise de ce premier tour, parce que avec peut-être Man City ce soir, l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression, que ce soit au niveau du pressing, au niveau du jeu avec le ballon. Ce soir, franchement, jusqu'au penalty de Beşiktaş, c'est la première fois que Beşiktaş a passé milieu de terrain, il y a eu penalty. Jusque-là, j'ai vu des défenseurs centraux néerlandais jouer à 40 mètres du but adverse. C'est un régal de voir ces Hollandais jouer au foot. Pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas depuis des années, qu'ils n'arrivent jamais à gagner quelque chose, les Hollandais. Parce que tu joues au foot et que ça commence à tourner, c'est toujours un délice de les voir jouer au foot. Qu'est-ce qui manque à cet Ajax? C'est peut-être qu'il y a trop de jeunesse ou finalement un jour ils vont arriver à passer un palier. Ouais. Ils ont été en demi-finale il n'y a pas si longtemps. Oui, le problème a été que c'est quand même difficile de gagner la finale. Hein. PSG le sait, Man City le sait aussi. Donc il faut pouvoir garder l'équipe quand même, ou garder le potentiel de l'équipe peut-être 1 ou 2 années. Et Ajax, c'est pas possible. Chaque fois qu'Ajax fait une très bonne saison, et particulièrement en Ligue des Champions, à la fin de la saison, elle perd les 3-4 meilleurs joueurs et vous recommencez. Mais c'est quand même remarquable ce qu'ils font. Moi, je suis le plus heureux des hommes ce soir, avec Ajax et City. Je reviens sur le plateau. Mais vendez pas la bêche, on n'a pas encore vu Manchester City. Encore, ils sont encore là. Je vais me régaler. parce que c'est des équipes qui jouent au foot. Et puis voilà. Alors finalement, s'il manque un petit quelque chose à City pour gagner la Ligue des Champions, je vais m'en accommoder. La même chose pour Ajax. Ils continuent de nous présenter ce football-là. Bon, les deux équipes ne se retrouveront pas en 8e de finale puisque l'Ajax est assuré donc de terminer premier de ce groupe. Dans l'autre match, entre le Sporting et le Borussia Dortmund, les deux équipes pouvaient obtenir leur qualification pour les 8e de finale ce soir à Lisbonne. Nicolas Menekre. Les Allemands, pour cela, avaient entre guillemets simplement besoin d'un succès. Les Portugais, d'un succès, mais avec plus d'un but d'écart pour effacer le revers à 1-0 en Allemagne. Ouverture du score pour le Sporting. Après 30 minutes, long ballon de Coates dans la profondeur. Pedro Gonçalves échappe à Schulz qui a dû remplacer Guerreiro blessé à l'échauffement. Kobel est battu pour la première fois de la soirée. C'est le Borussia qui était mieux entré dans cette partie, qui avait la possession de la balle mais qui n'arrivait pas à se créer des occasions. On est à 60% de possession pour les joueurs de Marco Rosé à la 39e lorsque, encore une fois, Pedro Gonçalves trouve le chemin défilé. La frappe est limpide. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Le Sporting est qualifié pour les 8e de finale. Dortmund, dans la foulée, essaye de réagir, va trouver avec Malen une possibilité de marquer. Il échappe au portier Adan, mais sur la ligne, Gonçalo Inicio sauve 2-0 pour le Sporting à la pause. Dortmund va essayer. Après le repos, Dortmund aura beaucoup de difficultés à se montrer dangereux. Dortmund va s'énerver, va perdre Emre Can qui va être expulsé
à la 75e minute. Et à la 80e, il y a cette faute de Zagadou. L'arbitre espagnol Del Cerro Grande va consulter la vidéo et sanctionne le jeune défenseur du Borussia. L'occasion d'inscrire le 3-0, l'occasion pour Pedro Gonçalves d'inscrire un triplé. Il se présente face à Kobel pour qualifier presque son équipe définitivement. Il échoue, mais dans la foulée, le plus prompt à réagir, c'est Pedro Porro. 3-0, nouvelle explosion de joie au stade José Alvalade. Dortmund à 10 doit marquer 2 fois pour garder une chance de se qualifier. Dortmund essaye, Dortmund tente sa chance avec ce centre de Brandt, la déviation de Marco Reus et le but de l'espoir à la 3e minute des arrêts de jeu. 7 ont été octroyés par le directeur de jeu. Il n'y a absolument aucun hors-jeu. C'est Malen qui marque, mais cette réussite sera la dernière. Marco Reus entre dans l'histoire du Borussia en jouant son 55e match européen avec le club. Mais c'est le Sporting qui fête une première qualification depuis 13 ans pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera un triste jubilé hein, pour Reus. Ouais, ce Dortmund-là, il n'a pas existé dans ce match. Oui, il n'a pas existé d'un côté parce que Sporting a fait un très grand match, a été déterminé à dominer le match. De l'autre côté, il faut être aussi sincère. Quand on regarde la composition de l'équipe de Dortmund, il manque des joueurs clés, peut-être les joueurs les plus importants. Et puis en plus de ça, des joueurs qui sont à court de compétition, qui ont dû rentrer. Donc à la fin, la formation de ce soir de Dortmund n'a rien à faire en Champions League. Puis à contrario, Schultz, par exemple. Oui, par exemple, on vous a beaucoup entendu parler de Schultz dans ce match de toute manière. Bernard Chaland, j'ai entendu, moi. Non, le Sporting, champion du Portugal après une longue attente, 13 ans d'attente pour sortir de la phase de groupe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est une belle génération là. Ouais, certainement. Le Sporting est un club aussi qui forme beaucoup de très bons joueurs. Là, gagner le championnat du Portugal, c'est quand même pas facile avec les 3 grands clubs, mais ils sont redevenus au premier plan. Et certainement que c'est une équipe qui va peut-être, au fil des matchs, encore nous surprendre dans cette compétition. Et on se réjouit de voir ce Sporting. Moi, j'ai pas regardé le match Sporting ce soir, mais on a vu quand même quelques actions où il y a un allant offensif, il y a de la qualité technique, il y a de la vitesse, il y a de l'agressivité. Je crois que ça a frotté un petit peu aussi. Il y a eu des moments un peu chauds entre les deux. Ouais. Il va y avoir C'est une équipe, je pense, qui va être difficile à jouer sur la phase suivante. Allez, on vérifie évidemment ce que je viens de vous dire et ce que vient de vous dire Nicolas Emenech avec la qualification du Sporting. L'Ajax qui s'assure la première place. Dortmund jouera l'Europa League au printemps. Et Beşiktaş termine... Pour l'instant, on reste à 0 points. Il y a encore une partie à jouer pour Beşiktaş. Ce sera à Dortmund. Bonsoir Alain Rohrbach, vous nous avez rejoint. Bonsoir messieurs. Pour le groupe B, un très beau groupe là, on va voir du football il paraît, on va vous mettre tout de suite à contribution avec le match de la dernière chance pour Milan qui affrontait l'Atlético à Madrid. Effectivement, beaucoup d'enjeux dans ce groupe B. Je suis venu vous rendre du football de rêve, Bernard Chaland. Soyez attentifs. Ben non, en fait, en première mi-temps, il ne s'est absolument rien passé entre l'Atlético et le Milan AC. Il faut attendre l'entame de la seconde période pour aller vibrer un tant soit peu avec cette offensive espagnole. L'Atlético qui était devant le Milan AC au coup d'envoi, on a eu 2 équipes très prudentes. Et comme souvent dans ce type de match tactique, ça va se décanter sur la fin. Thomas Lemar est le premier à tenter sa chance, ça reste bien trop timide. Vous le voyez, on est rentré dans les 20 dernières minutes et un homme est également entré en jeu, c'est Zlatan Ibrahimovic. C'est lui qui est à l'origine de l'action. Et puis cette reprise, regardez, de Bakayoko qui va être
sauvé par Savic qui effectuait son retour à la compétition. Il est au sol et il a le bon réflexe du défenseur, même si Oblak semblait sur la trajectoire. Zlatan Ibrahimovic va se retrouver dans le rôle du sauveur à la 86e minute. Eh bien non, Oblak, une nouvelle fois, fait étalage de son talent. On dit que ça ne va pas passer. Le Milan AC est nettement plus entreprenant sur cette fin de rencontre. Et là, grâce au talent de Jan Oblak, l'Atlético de Madrid reste dans la course. Mais ça va basculer en toute fin de rencontre. Le Milan AC a besoin de gagner pour rester en vie dans ce groupe. Une action qui se développe sur le couloir gauche. Regardez la puissance de Kessié pour redresser ce ballon et la frappe de l'attaquant brésilien Messias Junior esselé dans la défense espagnole. Aucune chance cette fois-ci pour Jan Oblak. Messias prêté par Crotone qui est entré en jeu. Donc coaching gagnant pour le coach milanais. L'Atlético va avoir la balle d'égalisation par un joueur qui n'est pas un inconnu sous nos latitudes. 91e minute, c'est Mateus Cunha esselé au premier poteau. Il ouvre son pied gauche, ça passe à côté et débute milanais. Première victoire donc pour les Rossoneri dans cette campagne, alors que pour l'Atlético de Madrid, messieurs, 3 matchs, 1 point à domicile, on peut appeler ça un maigre bilan. Oui, un maigre bilan, mais voilà, qui traduit une fois de plus voilà, 1-0. Voilà, très difficile de marquer contre l'Atlético, mais quand même pas beaucoup de jeu pour marquer des buts. 33 fautes, gagner, 33 fautes et aucune match, occasion voilà, vraiment nette pour... Et on a parlé un petit peu en introduction du coaching de Pioli, et avec le cas Giroud et Ibrahimovic. Je pense qu'en voyant Ibrahimovic quand même sur presque toutes les actions intéressantes, on se dit que ça a été bien fait, ça a été bien géré. Giroud remplacé à la 65e minute par Zlatan Ibrahimovic. Giroud victime d'une élongation apparemment. Voilà pour l'information. L'Atlético qui s'est fait piéger, mais Ludovic Magnin, vous nous l'avez dit, ce match-là c'est 0-0, 1-0 ou 0-1. Bah, finalement, c'est Milan qui s'impose. Bah, écoutez, j'ai eu très peur parce que lorsqu'on se mouille comme expert, on n'espère pas qu'il y ait un 4-4 ou un 5-5. Non, mais malheureusement, c'est un peu la constante qu'il y a les dernières années avec l'Atlético. C'est une équipe très solide qui joue vraiment sur le résultat et pas sur le jeu, qui va vraiment chercher sur la base défensive les résultats. Et ça, ils le font très bien. C'est aussi une manière de jouer au foot, hein, mais c'est pas vraiment pour les spectateurs et quelque chose qui nous enthousiasme et qui nous fait lever du canapé. Et puis on a failli avoir le 1-1 que vous n'aviez pas prédit. Heureusement que Cunha me sauve, parce que sinon, j'aurais pas eu raison. Bon, dans l'autre match de ce groupe, alors on espère qu'ils auraient plus de spectacles. Liverpool jouait le rôle d'arbitre face à Porto. Je vous vois faire la moue. Bah écoutez, oui, Liverpool était assuré de terminer premier, donc assez logiquement, Jürgen Klopp a fait tourner son effectif et les Portugais ont failli en profiter. Regardez cette énorme occasion. Alors là, on va dire un résumé de cette action qui part. Voilà, là on va mieux voir la perte de balle de Konaté, ce 2 contre 1 et surtout l'énorme raté d'Otavio qui manque complètement le cadre. 52e minute, coup franc pour Liverpool, renvoi de la défense portugaise et la frappe somptueuse de Thiago Alcantara, comme quoi Ludovic Magnin, les droitiers savent aussi frapper au but. 1-0 pour Liverpool. Écoutez, sur la première chance de Porto, s'il prend le pied gauche, c'est 1-0 pour Porto. Que serait un match de Liverpool sans une réussite de Mohamed Salah? Alors il a joué au petit trot, on ne l'a pas vu de la soirée. Il va être remplacé à la 72e minute. Du coup il se dit, avant d'aller prendre la douche, je vais inscrire mon petit goal. Le 6e pour lui dans cette campagne européenne. 16 matchs entre le championnat et la Coupe d'Europe. 16 buts pour Mohamed Salah. Liverpool va s'imposer 2-0. Liverpool reçu 5 sur 5, qui fait un cavalier seul dans ce groupe. Messieurs, Mohamed Salah peut-il lutter pour le Ballon d'Or? Oui, il peut lutter. Il va pas va pas le gagner. Il va pas gagner. Il est un peu petit pour gagner contre le grand Lewandowski, mais il peut lutter. Non, il est exceptionnel. Et sur ce match-là, encore une fois, on voit la qualité. Alors peut-être que Liverpool a joué tranquillement sur ce match-là, mais on voit sur les 2 buts quand même
Le Thiago fait un geste somptueux. On ne peut pas mieux frapper ce ballon-là, l'équilibre aussi du corps. Et puis après, simplement la feinte de Salah, du corps. Et le défenseur, c'est quand même des défenseurs qui jouent en Champions League, qui ne se jettent pas comme des imbéciles. Mais qu'est-ce qu'il doit faire, le défenseur? Il anticipe un petit peu parce qu'on sent qu'il va rentrer. Et puis, il va de l'autre côté. Donc ça, c'est la grande classe aussi. Et il faut apprécier ces gestes-là dans un match où voilà, ils étaient qualifiés, on ne leur demandait pas plus. Bon, on garde le suspense pour la 6e et dernière journée dans ce groupe B. Regardez Liverpool qualifié, on le savait, premier, on le sait. Par contre, derrière, Porto a 5 points, Milan en a 4, l'Atlético en a 4. Et dans 2 semaines, eh bien, Milan recevra Liverpool et Porto recevra l'Atlético. Voilà, il y a encore de l'enjeu dans ce groupe-là, plutôt chouette. Ouais, ça c'est vraiment une constellation qui, pour nous, spectateurs neutres, qui est vraiment magnifique parce que tu as une confrontation directe qui va être à Porto contre l'Atlético où les deux doivent gagner. T'as Milan que personne n'attendait plus à ce niveau-là. Ils jouent contre Liverpool qui est déjà qualifié à la maison où Liverpool n'est plus à Anfield où ils doivent montrer quelque chose. Alors, à la fin, tout d'un coup, c'est Milan qui se qualifie. C'est le foot. Et ce sera dans 2 semaines, donc soyez des nôtres, évidemment. Merci beaucoup, Alain, pour ces résumés. Place au groupe A, en commençant par l'affiche Bruges-Leipzig. Alors, même si les Belges avaient encore une infime chance d'atteindre les 8e de finale au coup d'envoi, c'est surtout la 3e place qui était en jeu dans cette partie. Et Bruges est en position favorable pour l'obtenir avec 4 points à son actif contre un seul à Leipzig. Les Allemands sont obligés de gagner pour ne pas être éliminés de toute compétition européenne. Et il débute bien cette partie puisqu'à la 12e minute, ils ouvrent le score grâce à l'incontournable Nkunku. 6e but déjà pour lui dans cette campagne. Une équipe de Leipzig qui doit faire sans son coach Jesse Marsch, resté en Allemagne car touché par le coronavirus, mais surtout son Gulacsi, Adams, Alstenberg, Paulsen, Szoboszlai, Olmo Haidara, Orban et Simakan. Ça fait beaucoup de monde, mais cela n'empêche pas Leipzig d'obtenir un penalty seulement 4 minutes après le 1-0. Sowa croit qu'il a le temps de jouer comme un joueur de 5e ligue. Ce n'est pas le cas. Brobbey le devance, penalty logique. Forsberg s'élance et transforme 2-0. Cette 2e réussite permet à Leipzig de devancer Bruges au classement à ce moment-là, parce qu'au match aller, les Belges avaient gagné sur le score de 2-1. Leipzig va insister. Angelino centre. André Silva est tout seul. Il s'élève, il place le ballon dans le filet opposé. Une 3e réussite qui arrive juste après, dans la foulée d'une occasion pour Dost. Bruges, à ce moment-là, aurait pu revenir, mais non, parce que Angelino fait valoir la qualité de ses centres et André Silva, son réalisme devant la cage adverse. Ce n'est pas encore terminé pour cette première période. Toujours Leipzig, beaucoup de place pour Forsberg. Encore une fois, 4-0 au repos. Tout était déjà dit. Leipzig a joué avec les joueurs à disposition ou à peu près. Sur le banc, il n'y avait que 6 remplaçants, dont 3 jeunes qui n'ont jamais joué cette saison, quelle que soit la compétition. Ça ressemblait à une équipe de 5e ligue de ce point de vue-là le dimanche matin à 10 h. Et cette équipe qui est amoindrie sur le papier inscrit encore un 5e but, doublé d'Nkunku. Faites les comptes, ça fait 7 buts pour lui dans cette phase du groupe de la Ligue des Champions. C'est Novoa qui avait buté sur Mignolet auparavant. Et Nkunku plein de réalisme pour ce qui sera le dernier but de cette rencontre. 22 tirs cadrés, 22 tirs 13 cadrés pour Leipzig, ultra dominateur. Des sourires pour les Allemands après une campagne compliquée jusque-là. Victoire claire, nette et sans bavure de Leipzig. Ça change parce que ça a été compliqué cette campagne pour eux, mais là, il y a un petit sursaut de quelque chose à la fin. Ouais, peut-être sans la pression supplémentaire d'essayer de se qualifier. Ils ont pu montrer leur visage qui est plus réel ce soir, je pense. Et puis la différence quand même du championnat belge avec le championnat de la Bundesliga.
Au moins, on l'a vu ce soir. La conséquence de cette défaite de Bruges, c'est que les deux autres gros du groupe étaient d'ores et déjà qualifiés avec cette défaite-là. Mais on va quand même évoquer cet immense choc entre Manchester City et le PSG en Angleterre. Et ça part très fort pour les Citizens en première mi-temps, avec un coup franc pour City au deuxième poteau. Rodri qui remet devant le but, Kimpembe sauve, Navas tente d'intervenir et ensuite Mahrez va frapper à côté. Ce qui est sûr, Bernard, c'est que l'entame de match de Manchester City était extraordinaire. C'était exceptionnel avec tout de suite une possession du ballon et des actions menées par les côtés, un côté, autre côté, et puis des ballons qui finissent dans le box et Kimpembe qui doit défendre, Marquinhos qui doit défendre, on le voit encore une fois ici, une action magnifique. C'est une action de Manuel si ce ballon n'est pas dévié par qui c'est Hakimi qui enlève ce ballon, cette frappe de Mahrez sur la ligne, etc. Donc vraiment une entame de match exceptionnelle et surtout on peut dire le match que l'on attend. City qui prend le jeu, qui joue et puis une ou deux fois, voilà, une sortie ou deux sorties du ballon sur une mi-temps du PSG. L'occasion de Nuno Mendes en solitaire. Encore, on va avoir énormément d'occasions de Manchester City. Le seul regret qu'on peut avoir, Ludovic Magnin, c'est qu'il manquait le but. Surtout qu'il le méritait déjà à ce moment-là de marquer parce que les actions sont bien construites, un peu toujours sur le même schéma, avec une diagonale de gauche à droite, où on essaie de trouver après les espaces sur le côté droite, et puis après chaque fois des centres au deuxième poteau avec des remises. Donc on a quand même vu qu'il y avait une certaine analyse de la part de Manchester City de où étaient les points faibles de Paris et ils les ont utilisés à la perfection. Il manquait le dernier geste ou alors à l'inverse, il y avait chaque fois une jambe ou une partie du corps de PSG pour sauver. À l'image, quand il n'y a pas la partie du corps, c'est le poteau. Donc voilà, mais à ce moment-là, il va y avoir 2-3-0 pour Manchester City. Et quand il n'y a pas le défenseur, eh bien c'est Navas qui va s'interposer sur une dernière occasion pour les Citizens en première période. Bernard Chaland, on connaît le scénario de ce genre de match. Les occasions pour City, et il ne faut pas grand-chose pour que le match bascule. Oui, parce que PSG est quand même capable, avec la qualité des joueurs, de lancer une ou deux actions qui peuvent être très, très dangereuses. C'est toujours la même chose. Et on voit City qui tente encore, qui domine encore. Mais quand on ne marque pas, le risque, il est que l'équipe adverse, parce que c'est quand même PSG, sorte une fois et puis soit efficace. Et c'est malheureusement, ou heureusement, parce que c'est ça le football finalement. C'est très bien qu'il y ait ce genre de situation. Et c'est aussi là qu'on voit la classe d'une équipe, si elle est capable de réagir face à cette injustice quelque part. Vous jouez bien, vous avez des occasions, vous ne marquez pas, et les autres, je ne veux pas dire font n'importe quoi, parce qu'ils ont bien défendu, mais sur une action de marque, et ça doit être très très frustrant. Vous le dites, Bernard, ce but qui vient en début de deuxième période avec cette combinaison Messi, Herrera et puis ce centre pour Mbappé. Alors là, il rate pas l'occasion. Bon, l'action est bien construite. On voit quand même la qualité des joueurs aussi. Quand ils commencent à jouer au foot, ça peut être dangereux. Après, ils ont beaucoup de réussite sur le centre de Messi qui est pas terrible, sincèrement. Il part à l'extérieur, maintenant là il est touché, il arrive au bon endroit et puis Mbappé il loupe pas. Moi ce qui me dérange un peu dans ce que je vois par le PSG depuis le début de la saison, c'est que chaque pays a un peu une culture de son foot, un peu une arme de foot. Et la France n'a pas une arme de défenseur. La France c'est des équipes, c'est une équipe joueuse normalement, etc. Et les dernières années avec l'équipe de France qui joue aussi très défensif et essaie de contrer, maintenant le PSG qui commence à le faire aussi, je perds un peu ce feeling que quand j'étais gamin, que je regardais téléfoot, ils voulaient jouer au foot et tout ça. Ils ont des joueurs pour jouer au foot et pas pour défendre et jouer le contre. Ça, c'est mon avis personnel. Si on n'a pas vu Messi, on n'a pas vu Neymar ni Mbappé en première période, on les a un tout petit peu vus là sur cette action, mais on pouvait tirer un grand coup de chapeau quand même à Kimpembe, Marquinhos. Et Navas. Parce que derrière, ça a été particulièrement solide.
Oui, bon, encore une fois, je pense que Neymar et Messi, on ne les a pas vus. Ça, je pense que, mais quand même, Mbappé, c'est quand même le joueur qu'on sent qu'actuellement, il peut sauver le PSG sur la phase offensive presque à lui tout seul. Maintenant, sur la phase défensive, c'est clair que Kimpembe et Marquinhos ont fait un grand match dans l'axe. Mais on parle de 2 défenseurs centraux et du gardien, mais il y a quand même 7-8 occasions nettes de but. Oui, et qui viennent par le côté. Et tactiquement, comme PSG joue avec 3 attaquants qui reviennent quand même pas beaucoup aider, quand d'un côté il y a Sterling, Cancelo qui est excellent actuellement, voire Zinchenko, et de l'autre côté il y a Bernardo Silva, Mahrez, voire Walker qui vient aussi, comment je fais comme latéral pour défendre ? Alors, les 3 milieux aident, décalent, les centraux se positionnent parfaitement, mais ça vient, ça centre, et à un certain moment, tactiquement parlant, vous prenez l'eau. Et heureusement que City n'est pas une équipe qui est très efficace. Si City avait des tueurs, l'attaquant qui manque, hein, s'ils avaient des tueurs dans les 16 mètres, ce serait une équipe irrésistible. Là, c'est ce qui manque encore un petit peu, mais on se régale quand même sur la qualité des échanges à 1-2 touches, un côté, autre côté, etc. Et heureusement quand même qu'à la fin... Ouais, vous parlez de ces ballons au 2e poteau. Bernard Chaland le dit, Manchester City le fait avec l'égalisation sur ce ballon vers Sterling qui va pouvoir... ballon vers Walker, pardon, qui remet et Sterling qui peut égaliser Ludovic Magnin. Ouais, mais quelle balle. Quel ballon de nouveau. C'est Rodri, hein, à l'origine de la passe. Il est magnifique, mais en plus de ça, voilà, on voit l'ailier rentre qui bloque le latéral et maintenant on voit le latéral qui part. C'est Walker qui part au bon moment, la passe est parfaitement dans le timing, il n'y a pas d'hors-jeu. Et puis après, ils sont 3. Même si le premier loupe le ballon, il y en a encore 2 derrière pour finir le travail. Donc à ce moment-là du match, on a dit heureusement pour le foot qu'il y a l'égalisation. Et puis c'était plus que mérité. Le PSG qui va quand même avoir l'occasion de mettre le 2e avec Neymar. Encore une fois, il y a des moments, il y a des éclairs, il se passe des choses. Ouais, c'est exactement ça. Un éclair, ils sont capables d'éliminer peut-être n'importe quelle défense sur 1 ou 2 actions de ce genre-là. Et ça, c'est du PSG. Mais on attend quand même un peu plus. On attend plus d'une équipe qui a fait les transferts qu'elle a fait et qui veut gagner la Ligue des Champions. Au lieu de voir le 2-1 de Paris, eh bien, c'est Manchester City qui va prendre l'avantage en position offensive. Ballon encore une fois au 2e poteau, Bernardo Silva qui sert Jesus et City met le 2e. Et c'est joué parfaitement et vraiment c'est pas facile parce que PSG joue bien défensivement. Les défenseurs ont de la classe, les défenseurs ont de l'intelligence, les défenseurs ont de l'expérience, mais à un certain moment, on ne pouvait pas défendre l'axe et défendre le côté. Et là, c'est parfait. C'est le ballon qui vient de... On va d'un côté, on va de l'autre côté et on met le ballon en retrait. C'est un but parfaitement. Il y a une aussi... on parle souvent du coaching de Guardiola, de ses idées, parfois un peu... Saugrenu ? Non, pas saugrenu, mais difficile à comprendre pour monsieur tout le monde. Et même pour les soi-disant experts, que nous sommes ou ne sommes pas, je ne sais pas. Mais là, une fois de plus, on perd 1-0. Il sort Zinchenko, qui jouait au milieu, qui est un latéral, ou bien un latéral offensif quand même, on le sait. Et c'est Jesus qui rentre, on se dit comment il joue. Et on voit Cancelo qui change la position, etc. Et tout d'un coup, si vous prenez le premier but, on a 9 joueurs, bon, je ne parle pas, mais il y a 9 joueurs qui sont dans les 20 derniers mètres. Il y a un seul central, je crois que c'est Diaz qui est resté, ils sont tous là. Et je fais circuler le ballon, et je crée des surnombres. Et heureusement, j'ai la récompense de cette prise de risque. Pour créer des surnoms contre le PSG, c'est pas trop compliqué. Il y en a 3 qui restent devant, donc t'as toujours un surnom. Ouais, mais bon, on imagine alors qu'avec une récupération, puis un long ballon dans la profondeur et la vitesse de Mbappé, on devrait aller tout seul au but. Mais c'est pas le cas parce que d'abord on la perd pas, et puis si on la perd, il y a ce gegenpressing, ce contre-pressing immédiat.
Donc, bravo à Manchester City pour de nous offrir ce football. Et puis PSG, s'il vous plaît, faites-moi autre chose, qu'on vous aime aussi un petit peu. On va écouter l'avis d'un joueur du PSG qui est venu à l'interview. Ouais. Bernard Chaland est un peu triste, donc on va écouter la réaction d'un joueur du PSG qui est venu à l'interview. Ouais, je pense que c'était des stratégies différentes en place. City, c'est une équipe qui contrôle le match, qui joue d'un côté à l'autre, qui nous fait basculer. Je pense que voilà, il faut savoir nos forces. Oui, ils savent aussi leurs forces. On a essayé de bien défendre et avoir le ballon le plus possible aussi, mais c'était vraiment difficile. C'est une équipe qui presse bien haut. C'est une équipe qui joue vraiment compact, même s'ils jouent haut, tout le monde joue haut, même s'ils jouent bas, tout le monde joue bas. Voilà, nous on a eu des occasions, on n'a pas su concrétiser. On prend des buts qu'on pouvait faire mieux, défendre mieux. Et voilà, c'est des détails qui font la différence pour le résultat. Ouais, des détails, on a quand même vu un PSG assez décevant, Ludovic. J'ai pas vu le même match. Non, ils ont une occasion, Neymar qui doit mettre le 2-1. Ça, c'est certain, mais avant, il doit avoir 4-1 pour Man City. Ouais. Alors, bon, mais c'est toujours pas... C'est toujours rigolo quand on regarde les interviews d'après-match. Aussi, lorsqu'on y va nous-mêmes, des fois, on ne voit pas le même match que la personne qui nous pose la question. Après, il faut relativiser. Il joue à PSG, c'est un joueur de PSG. Il doit essayer de positiver, et c'est presque impossible sur ce match-là. C'est choquant, quelque part, quand même, que un très, très bon joueur de PSG doive parler comme un défenseur du Sheriff Tiraspol. Dire ouais, ils ont le ballon, y a des géants, on joue pas la même stratégie, c'est difficile, etc. PSG veut gagner la Ligue des Champions. Bah, le PSG, s'ils veulent gagner autre chose. S'ils veulent gagner la Ligue des Champions, ils ne seront pas premiers de groupe, puisque vous le voyez, c'est Manchester City qui prend la tête de ce groupe. Paris, en revanche, est qualifié pour les huitièmes de finale. Leipzig et Club Bruges se battront pour la place en Europa League. Demain, horaire particulier, votre prochain rendez-vous, c'est le match du FC Bâle qui affronte le Kairat Almaty à 16h30. Vous retrouvez ensuite Alain Orbar à 20h30 pour suivre la soirée d'Europa et de Conference League, ici même. Merci beaucoup Bernard Chaland d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup Ludovic Magnin. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit. Bye bye. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby You are my universe and I just want to put you first You are my universe and you don't light up inside My universe Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous a été présenté par Heineken et PlayStation, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.